Nicolas Dussard. Je suis un peu nulle là-dedans, mais donc je vais lui laisser la parole pour qu'il vous donne toutes les informations. Merci beaucoup. Donc Charles-Antoine Duron de l'autre Meta, donc Google. Je suis le directeur en charge du travel et de la mobilité chez Google France. Je gère notamment la relation avec les grands groupes type Accor, Club Med, Air France, Europcar et compagnie. Voilà. Et Nicolas, je te laisse te présenter. Merci Charlie. Bonjour à tous. Nicolas Dussard, je suis en charge des partenariats stratégiques. Je m'occupe en particulier de tous les aspects connectivité, technologie. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Merci à vous d'être présents. Alors pour l'agenda en détail, donc Charles-Antoine va vous présenter les tendances estivales et comment comprendre en fait les besoins et l'évolution des besoins de vos clients et de vos prospects. Nous verrons dans un second temps comment en tirer parti au travers des solutions et des technologies qu'on a développées et qu'on a mis en place pour les hôteliers. Alors je vais piquer le clicker, ce sera plus simple. Alors, moi, je vais commencer par deux insights et après, je vous expliquerai pourquoi c'est très important tout ça. D'abord, c'est le travel est de retour. Ça, c'est une bonne nouvelle et on va rentrer dans le détail. Mais la réalité, c'est même si le travel est de retour, est-ce qu'on retrouve la normalité ou les saisonnalités qu'on connaissait avant? Et là, on va pouvoir débattre ou discuter ensemble de ce sujet-là. Pour commencer, le travel repart. C'est pas moi qui le dis. C'est dit par toute l'industrie et je pense que vous le vivez également. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie envie des gens de repartir voyager. On a effectivement 77% des Européens qui sont prêts, d'une manière ou d'une autre, à partir voyager. Alors, ça peut être à côté de chez eux, ça peut être domestique, ça peut être international. Mais il y en a 77% qui se disent prêts à voyager. Ce qui est quand même important, c'est qu'on est à 21 points au-dessus de ce qu'on avait en 2019, ce qui est quand même un très bon signe. Là où je fais juste attention, on parle de la date du mois d'avril et vous allez voir pourquoi c'est important. C'est qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une saisonnalité qui est assez surprenante quand on regarde nos outils de notre côté. C'est-à-dire que là, vous avez les courbes de requêtes sur toute l'industrie du voyage en Europe. Et comme vous pouvez le voir, en fait, 2022, alors ça a sauté avec les slides, mais en gros, là, c'est avril, mai et le début juin. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a un niveau de requête en 2022 qui est très supérieur à ce qu'on avait même en 2019, mais surtout qui arrive beaucoup plus tôt que prévu. Le gros débat qu'on a en interne et sur lequel on n'a pas de solution, parce qu'en fait, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, on constate. La seule chose qui nous inquiète, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Est-ce que cette courbe va remonter et prendre les tendances qu'on a sur les années précédentes et notamment 2019 et retrouver une saisonnalité qui serait identique mais qui serait supérieure, ce qui serait intéressant pour tout le monde. Soit est-ce qu'au contraire il y a eu des niveaux de requête et de booking qui ont été anticipés et en fait la courbe va être flat et redescendra un peu plus rapidement après. Donc on va espérer que c'est la première option et que les gens vont voyager, je le souhaite à tout le monde. Et comme vous pouvez le voir dans les différents marchés, on a des variations, c'est-à-dire que la France est en croissance de 15% par rapport aux requêtes d'avril 2019, mais on a des marchés comme l'Espagne ou effectivement l'Allemagne, où les requêtes sont vraiment reparties à la hausse et ont été anticipées. Là où c'est intéressant également, c'est que le domestique, qu'on avait vu déjà bien repartir sur, on va dire 20, mais surtout 21, continue à faire sa route sur 2022 avec toujours ce sujet de saisonnalité qui est un peu avancé. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a un vrai rebond de l'international. Le fait qu'il y ait effectivement énormément de conditions de voyage qui ont été allégées, on fait que l'international est reparti et qu'on a beaucoup plus de requêtes sur ce sujet-là au sein de nos outils. Pareil, comme vous pouvez le voir, mais on redescendra ça un peu plus loin. On a à peu près plus 24% sur le domestique avril 2022 versus avril 2019 en France et plus 13 sur l'international, ce qui est un très bon signe sur le sujet. Mais alors ce qui vous intéresse, parce qu'on est quand même sur Food Hotel Tech, c'est de rentrer un peu plus dans le détail en termes de sous-vertical. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, la partie accommodation continue à effectivement bien croître également avec en termes de croissance de requêtes, un plus 23% sur les hôtels year over 3 years, donc 2022 versus 2019. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceux qui redémarrent un peu plus lentement, ça reste cruise.
On voit effectivement Holidays, donc ce qui est, on va appeler Vacation Rental, qui continue à faire plus 8, qui avait fait une très bonne année l'année dernière et qui pour le coup s'aplatit un tout petit peu sur cette année. Mais toutes les verticales sont quand même dans le vert versus 2019, ce qui est quand même un très bon signe pour l'industrie. Maintenant, sur la partie accommodation, ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'en fait, on a quand même 34% de requêtes et de demandes qui sont drivées par l'international. Donc ça, je reviens sur le point, c'est qu'aujourd'hui, la France redevient attractive, même pour l'international, et le domestique, entre guillemets, fait la majeure partie, mais l'international repart de la bonne manière. Et comme vous pouvez le voir, donc là, on est sur des périodes qui sont de mai, en gros. Sur les 4 dernières semaines, le domestique est 2,8% flat versus 2019. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, on voit une grosse réaccélération qui dépasse 2019 sur l'international. Et cette accélération, elle est assez récente parce qu'effectivement, les 12 dernières semaines, on avait une accélération qui était à 19% pour l'international et moins 3%, donc en négatif pour le domestique. Et là, tout est reparti au vert avec des chiffres qui sont plutôt très positifs pour nous. L'autre point qui est important, c'est qu'on a 80% des personnes qui viennent en France et dans la partie accommodation qui sont effectivement Europe et plus spécifiquement Western Europe, c'est-à-dire qu'on a 40% des populations qui sont Western Europe et qui font plus 27% 2019 versus 2022, plus 14% sur le reste du monde. On est toujours en retrait sur le reste de l'Europe, pardon. On est toujours en retrait versus 2019 sur le reste du monde, mais ça reste quand même très positif si on considère qu'il y a encore certaines zones qui sont un peu fermées, notamment la zone APAC en termes de pays émetteurs. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir au niveau des villes l'évolution. Et là, je vais juste vous donner 2 points. Le premier, c'est que Paris redevient un levier d'attractivité et notamment drivé par les voyageurs internationaux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on retrouve le city break comme étant un objet de voyage, ce qui avait un peu disparu ces derniers temps. Et là, on le voit revenir. Le deuxième, Marne-la-Vallée, je pense que tout le monde comprendra qui est derrière Marne-la-Vallée, et un grand parc qui fête ses 30 ans et qui attire beaucoup de monde et qui génère beaucoup de requêtes. Et on voit effectivement des villes comme Marseille qui recréent aussi beaucoup d'attractivité, que ce soit au total de la demande et à l'international. Maintenant, il y a quelques zones qui sont un peu en retrait, notamment le sud-ouest. Et en fait, le sud-ouest, personnellement, j'adore le sud-ouest, mais le sud-ouest a fait un très gros chiffre l'année dernière. Malheureusement, la météo n'a pas été hyper favorable. Donc l'analyse qu'on a, c'est qu'en fait, il n'y a pas une répétition entre 2020 et 2021, ce qui fait qu'il y a un léger déclin qui se fait sur la zone sud-ouest. Mais personnellement, je vous souhaite de visiter le Bordelais et toute cette région qui est magnifique. Maintenant, on a vu que c'était reparti, on a vu quelques détails. Et la question, c'est est-ce que c'est reparti? Est-ce qu'on retrouve les codes qu'on avait dans le voyage avant? Ça, c'est une autre discussion. Le premier point, c'est qu'effectivement, on a vu un certain nombre de réflexions et d'éléments dans la décision du voyage avec le Covid, qui était notamment tout ce qui était health and safety, tous les sujets autour des limitations de déplacement et le problème aussi de l'annulation faite par les compagnies aériennes, les hôtels avec tout ce qui se passait. Et donc ça se maintient un petit peu, mais ça s'est quand même nivelé. La réalité, c'est qu'en fait, on voit revenir un sujet qu'on avait tous un tout petit peu oublié, notamment avec ce fameux travel revenge où tout le monde se disait c'est l'éclate, on va repartir à fond. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on voit que la problématique du prix redevient un sujet et la sensibilité au prix redevient un sujet. Et ça, dans à peu près tous les marchés et de manière relativement récente. Alors, l'inflation des tarifs du secteur n'est pas innocente dans l'histoire, mais on voit effectivement cette sensibilité au prix et ce sujet notamment de tout ce qui est deal et discount qu'on voit repartir du côté du secteur. Et donc il y a un sujet autour de la promo et comment on l'exprime, comment on la travaille qui redevient au cœur de la réflexion de vos clients. Là, vous avez effectivement les chiffres pour les différents grands marchés. La France est plutôt dans le haut du panier avec l'Italie également, qui sont des marchés qui ont effectivement très touché par l'inflation et qui aujourd'hui ont besoin de réagir. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on a le fameux travel revenge qui est là et que les gens ont absolument une grosse envie de repartir. Mais il y a une vérité derrière, c'est qu'en fait les gens sont un peu moins prêts à dépenser. C'est-à-dire qu'on voit effectivement sur avril
un recul des gros paniers individuels, c'est-à-dire les gens qui sont capables de dépenser plus de 2 000 euros pour leurs vacances. Donc là, on ne parle pas du niveau famille, on parle au niveau individu, donc on parle quand même de gros paniers. Et on voit en revanche que tout ce qui est autour de entre 1000 et 1500 est en pleine croissance. Et donc il y a une question de quel est le positionnement prix aussi qu'on veut travailler par rapport à ces populations-là. Ces chiffres-là, on n'est pas capable de les sortir nous. Ça vient de la European Travel Commission. Et donc c'est des sujets qui sont disponibles. Et je vous invite honnêtement à lire ce rapport de l'ETC qui est assez complet et intéressant et assez récent. Voilà, j'avance vite parce qu'on a pas mal de sujets. Même si la sensibilité au prix est importante, la bonne nouvelle, donc je vous avais dit, il y a 77% des Européens qui sont prêts à voyager. Si on rentre dans le détail, effectivement, désolé, les chiffres ont sauté, mais on a effectivement un tiers des gens qui sont en train de planifier leurs vacances en ce moment. Quand je dis en ce moment, je mets un petit delta, c'est-à-dire qu'on parle de chiffres qu'on a sortis entre fin avril et début mai. Donc ça veut dire que là, on est encore dans une phase des chiffres assez frais, mais on n'a pas eu le temps, enfin on n'a pas encore les chiffres récents, plus récents pour avancer. Là où c'est encore plus intéressant, et je vais revenir sur un point que j'ai soulevé, c'est qu'on retrouve des bonnes habitudes, c'est-à-dire qu'on retrouve la plage et tout ce qui est au bord de mer qui représente effectivement 37% des requêtes. Alors, juste, j'explique cette petite nuance entre Coast Sea et Sun and Beach. C'est qu'en fait, la côte anglaise ou la côte nord de l'Angleterre est considérée comme une côte et un lieu de voyage, mais c'est pas tout à fait la même ambiance que les plages du sud-est et autour de Saint-Tropez ou autres. Donc c'est pour ça qu'on fait la séparation entre les deux. L'autre point qui est important, c'est qu'effectivement, on avait quelque chose qui revient sur le devant de la scène et qu'on avait un peu oublié, qui est le city break. Et le city break est extrêmement intéressant, notamment pour un certain nombre de groupes hôteliers qui ont pour beaucoup des grandes péniches dans les villes qui servent d'habitude aux salons et aux événements et qui avaient un peu de mal à les remplir ces dernières années. Et en fait, le city break va être aussi une opportunité pour eux de pouvoir retravailler cette offre au niveau du voyageur loisir, mais qui vient dans les centres-villes. Je continue à avancer. La bonne nouvelle après, est-ce qu'il y a des changements, c'est qu'en fait, non. On retrouve après dans les destinations, les grandes destinations qu'on connaissait avant la crise. Et donc sur la France, effectivement, on revoit l'Espagne, l'Italie, la Grèce revenir, avec effectivement aussi pour les populations un peu plus aisées, qui sont un peu moins sensibles au prix, les US qui ont quand même un positionnement prix qui peut être un peu parfois compliqué, mais qu'on voit réapparaître, et le Maroc qui pour le coup, effectivement, est aussi une destination extrêmement intéressante pour cet été. Je vous laisse après voir sur les autres marchés, mais c'est moins l'enjeu d'aujourd'hui, étant donné qu'on est sur le marché français. Et voilà. Après, la bonne nouvelle également, c'est qu'on revoit aussi revenir des destinations plus lointaines qu'on avait un peu oubliées avec tout ce qui s'était passé. Et effectivement, l'Indonésie, le Mexique, les Maldives, la République dominicaine ou Maurice reviennent effectivement également sur le devant des recherches. Et donc là, c'est les recherches sur avril-mai qui nous permettent de monter tous ces chiffres très positifs et ces croissances à 2 chiffres en termes de requêtes, ce qui montre qu'il y a quand même une bonne attractivité sur le sujet. L'autre bonne nouvelle, c'est pour tous mes camarades hôteliers, c'est que l'hôtel qui avait eu une petite désaffection sur 2020-2021 pour plein de raisons en termes de process d'accueil et autres, et s'était fait un peu doubler par tout ce qui était vacation rental et camping également. En fait, l'hôtel est de retour et marche plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est que le camping continue à transformer ce qu'il a réussi à récupérer comme attractivité sur 2021. Et le vacation rental aussi est toujours positif, mais effectivement, on sent un peu plus flat 2021-2022 pour le vacation rental, alors que l'hôtellerie, en revanche, l'hôtellerie au sens pur, repart de manière très forte. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est les fenêtres, je suis désolé, les typos ont sauté, les fenêtres de réservation. Alors, en fait, il y a 2 schémas qui s'opposent et qui sont assez étonnants. C'est que les schémas de réservation sur la partie flight, on commence à avoir en fait du last minute. Mais ce qui est amusant, c'est qu'au contraire, en parallèle, 2021 versus 2022, on voit les fenêtres de réservation de l'hôtellerie qui sont plutôt en train de s'étendre. Et ce qui revient à la discussion que j'avais au tout début, qui est de dire on a des volumes de requêtes qui sont intéressants parce qu'ils se sont avancés en termes de saisonnalité. Et donc sur la partie accommodation, effectivement, on voit cette fenêtre de réservation, la fameuse booking window qui est en train de s'allonger, alors que sur le flight, on reste encore assez short term et last minute.
L'autre bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore fait le plein de vos hôtels ou autres, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en fin avril, on avait encore une majorité d'Européens et de travelers qui n'avaient pas encore booké leurs vacances. C'est-à-dire qu'il y a un bassin d'opportunités qui est toujours disponible pour l'industrie et pour cet été. Et c'est une chose qu'il va falloir pouvoir capturer avec des variations qu'on a entre les différents pays. Et à mon avis, voilà, des opportunités à aller chercher de votre côté. L'autre point, c'est que les gens vont le faire de manière assez court terme. Donc ça, c'est des études qu'on lance. Alors c'est du déclaratif, hein, c'est pas nos chiffres. C'est du déclaratif qu'on fait et on voit effectivement les booking windows qui peuvent évoluer entre les différents pays. Effectivement, entre le moins d'un mois, 1 mois, 3 mois, 3 mois, 6 mois. Et effectivement, on voit quand même, notamment sur la France, c'est encore relativement équilibré, mais qu'on a une saisonnalité qui a évolué avec quand même du 1 mois, 3 mois qui est assez représentatif. L'autre point, c'est que dans la flexibilité, on voit effectivement aussi que les gens sont un peu plus amenés à accepter la flexibilité dans tout ce qu'on leur propose. Et si jamais ils ne pouvaient pas aller, et donc ça c'est important, si vous avez des inventaires qui sont pleins, les gens sont prêts aussi à considérer d'autres destinations. Donc il y a peut-être un travail qui peut être fait également en CRM, si vous arrivez à capter des gens qui ne veulent aller dans une destination mais ne sont pas capables d'y aller parce que malheureusement soit le prix est parti à la hausse, soit il n'y a plus d'inventaire et qu'il faut le recaler, et ben vous avez une possibilité d'avoir des gens qui sont relativement sensibles à la possibilité de pouvoir se rediriger vers d'autres opportunités. L'autre point, donc ça c'est important pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui en fait les gens sont moins attachés aux marques qu'ils n'étaient avant. C'est-à-dire qu'avant il y avait un réflexe de retourner aux mêmes endroits, les mêmes hôtels, les mêmes marques, voyager avec les mêmes compagnies. Et en fait aujourd'hui il y a un enjeu, c'est-à-dire que les gens sont des switchers, ils vont aller chercher les opportunités là où elles sont, que ce soit en termes de destination, d'inventaire. Et il va y avoir un gros travail aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs de capter en fait ces switchers pour pouvoir potentiellement les garder après. Mais c'est une année qui va être à nos yeux assez importante pour justement capturer la part de marché et potentiellement faire de la rétention derrière parce que les gens ne sont pas fermés au programme de fidélité si vous en avez derrière. Voilà, donc en résumé, le point important, c'est qu'on a des évolutions dans les comportements qui sont importantes. Donc on voit tout ce qui est health and safety se maintenir, mais le point important, c'est le retour de la sensibilité au prix et au discount. Donc on vous recommande de bien faire attention. On retrouve au niveau des destinations, les destinations en Europe relativement classiques qu'on connaissait, même si on voit effectivement des destinations plus exotiques, plus lointaines surtout, réapparaître. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, après 2 ans d'incertitude, où les gens étaient vraiment, je book au dernier moment pour être certain d'avoir ce que je veux, les gens sont prêts à booker un peu plus tôt, donc des fenêtres de réservation qui s'allongent un tout petit peu, qui vont nous permettre de mieux répondre de notre côté. Je fais juste un point avant de te passer le micro parce qu'il y a un sujet, moi qui me tient à cœur et qui me semble assez important. Aujourd'hui, en fait, on voit un monde bipolaire en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on a des populations avec des revenus relativement aisés qui sont dans le travel revenge et qui sont prêts à partir, je ne vais pas dire à n'importe quel coût, mais pas loin. Donc, ce qui est un peu l'antithèse de ce que je vous racontais tout à l'heure sur les paniers moyens, mais en fait, il y a une vraie population aisée qui a envie de partir, qui a envie de partir loin et qui a envie de partir dans des bonnes conditions pour rattraper les années un peu perdues. Malheureusement, l'autre point, et qui est pour le coup plus négatif, c'est que le sujet de l'inflation dans tous les tarifs du secteur fait que en fait, il y a une population qui est moins aisée, mais qui a la capacité à partir en vacances, qui est aujourd'hui en train de se poser la question de partir ou non. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu pour le secteur de savoir se positionner par rapport à ces deux pôles qui sont en train de se générer. Donc là où ça va être important pour vous, c'est comment en fait vous avez les outils et les armes pour pouvoir prendre des décisions business et savoir où mettre votre inventaire, où mettre votre argent en termes d'investissement pour savoir comment capter cette offre. Et donc je me permets juste de rappeler 3 outils qui peuvent être intéressants pour vous, qui sont pour certains en libre service, d'autres non. Mais on a un outil qui s'appelle le Travel Analytics Center qui s'appuie en fait sur les données Google Hotel Ads et Google Flight qui peuvent vous nourrir. Donc ça, si vous avez un partenaire Google, vous pouvez leur demander d'avoir l'accès à ces outils-là. Il faut juste avoir une relation avec Google d'une manière ou d'une autre et ça fonctionne. Et si jamais ce n'était pas le cas, parce que
Voilà, il y a des gens qui ne travaillent pas avec nous et qui c'est très bien. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Travel Insight. Vous tapez juste Google Travel Insight sur le moteur de recherche et vous allez avoir accès à des outils qui sont en full libre service, avec notamment des enjeux sur origine, destination, domestique, internationale. Et là, pour le coup, vous pouvez y aller complètement. Il y a même pour les petits hôteliers, il y a un outil qui s'appelle spécifiquement Hotel Insight, qui est extrêmement intéressant pour comprendre quelle est la demande par rapport à votre propre hôtel. Et donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes à travailler. Et après, pour les gens qui sont un peu plus les mains dans l'outil Google Ads, vous avez toujours le Keyword Planner qui est dans l'outil, qui vous permet aussi d'avoir énormément d'infos. Là où ça va être clé réellement pour vous, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on a une saisonnalité qui évolue, on a une volatilité de la demande qui est un peu compliquée à piloter. Donc réellement, et ce que je dis à mes partenaires tous les jours, travailler avec ces outils, ils sont quasiment en temps réel à 3-4 jours près. Et en fait, ils peuvent vous aider à prendre énormément de décisions business qui vont être récurrentes. Voilà, je passe la main maintenant à mon camarade de jeu et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup, Charles-Antoine, pour tous ces insights super précis et complets. Donc, je vais en profiter pour, à mon tour, faire un petit sondage auprès de vous. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui travaillent en tant qu'hôtelier dans la salle? OK. Ceux qui travaillent en tant qu'agence de voyage? Aucun. Et ceux qui sont... Oui, vous, d'accord. Hein. Et les hôtels tech, ceux qui sont dans la tech? OK, donc principalement, ouais, quelques-uns, OK. Merci. Donc je pense que ça devrait être pertinent. Alors je vais vous faire très rapidement, je vais vous montrer ce que voient les utilisateurs quand ils vous cherchent en quelques slides. Ensuite, je vais vous ouvrir le capot de la voiture, entre guillemets, pour vous montrer comment on fait la plomberie, ce qui est un peu plus, moi, ce que je gère avec des équipes d'ingénieurs aux US notamment, et des équipes sales en Europe. Et ensuite, on va regarder comment vous pouvez en tirer parti. D'ailleurs, un petit lever de main pour ceux qui connaissent les liens de réservation gratuits actuellement. Merci Charles-Antoine. Pas tant que ça, donc je vous garde le meilleur pour la fin. Je pense que ça devrait tous vous intéresser. Alors, rapidement, ce que les utilisateurs voient quand ils cherchent des hôtels, et pas que des hôtels d'ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble du parcours d'achat du voyage, en fait, pour l'ensemble des verticales principales, donc notamment Google Flights, qui est très connu, Google Hotel Search, et puis on a notamment les vacation rental, donc les locations de vacances qui sont maintenant unifiées dans l'interface, et les activités qui arrivent très très fort avec du ticketing et des options de réservation à la Tour Eiffel, etc. Une fois qu'on a dit ça, on rappelle que 30% des réservations viennent de Google Maps, puisqu'il y a une fonctionnalité de recherche d'hôtel dans Google Maps. Donc dès que vous êtes présent sur Google d'une façon ou d'une autre, vous êtes visible dans le search, mais aussi dans les autres outils que vous utilisez au quotidien. Et donc, c'est important d'en prendre conscience. Les gens vont chercher à vous trouver aussi sur Google Maps. Donc, il faut que les informations que vous y partagez soient bien à jour. Alors, le parcours, en fait, il se fait de manière un peu comme un tunnel de conversion. Hein. On utilise ces mots-là dans la publicité, mais c'est vrai parce que toutes les requêtes ne sont pas nécessairement des requêtes d'achat ou de réservation d'hôtel. Donc Google, avec à peu près 3 milliards par jour de requêtes, il faut qu'on filtre en fait celles qui sont vraiment avec une intention d'achat et celles qui ne le sont pas, qui sont pour d'autres raisons. Donc c'est pour ça que quand vous cherchez une destination ou un hôtel plus destination, on va offrir un ensemble d'informations qui ne sont pas que le ou les hôtels qui portent ce nom-là. Par contre, si vous cliquez un peu plus loin, le deuxième clic, vous allez pouvoir arriver sur notamment un hôtel en particulier. Et vous allez voir qu'il y a des informations qui viennent de différents endroits de la machine, j'ai envie de dire. Donc, je vais y venir tout à l'heure. On a donc tout ce qui vient du search que nous, on va chercher, on va crawler le web automatiquement. Ça, tout le monde est familier de comment ça marche. Mais il y a aussi des informations qui sont déclarées, qui viennent de vous via le business profile. Donc, je vais aussi détailler un petit peu comment vous pouvez tirer parti de ces outils-là pour apparaître le mieux possible. Vous avez également évidemment la possibilité d'augmenter votre visibilité avec des outils payants, les Google Ads. Et il y a notamment un produit qui s'appelle Hotel Ads qui est très pertinent parce que les taux de conversion sont très élevés sur ce produit-là, étant donné que ce produit s'adresse aux gens qui sont en train d'acheter un voyage.
Alors, c'est le petit rappel de ce que vous voyez quand vous voyez votre établissement sur Google et vous pouvez constater qu'il y a effectivement des informations qui viennent de votre business profile et des informations qui seront donc des ads en fait, soit paid, donc que vous pouvez acheter, soit que vous pouvez obtenir simplement à partir du moment où vous distribuez vos prix sur Google. Donc maintenant, on a lancé ce produit-là il y a 1 an et je vais le détailler un peu plus tard dans la présentation, les liens de réservation gratuits, qui sont le même format que les liens payants, mais qui sont accessibles en fait à vous tous à partir du moment où vous nous distribuez vos prix à jour sur la plateforme. Et la plateforme, c'est ça, quand on ouvre le capot, je vais vous dire un petit peu ce que moi, je travaille en particulier en ce moment, c'est de faire en sorte que tous les hôteliers du monde entier puissent se connecter à Google indirectement ou directement, c'est-à-dire via des partenaires que vous avez ou directement à Google si vous le souhaitez. Donc, nos partenaires, ils sont tous, enfin, une grosse partie est présente, en tout cas, la plupart des PMS, des Booking Engine, des Channel Managers présents sur le salon ont de fortes chances d'être déjà référencés et partenaires avec nous, avec des API, c'est-à-dire des systèmes d'interconnexion en direct qui vous permettent très facilement d'activer le channel Google. Je vous invite à aller voir effectivement ce site, partners.google.com ou travel.google/partners, les deux fonctionnent. Alors, si on ouvre le capot, ça c'est l'ensemble donc c'est ces partenaires-là qui principalement font ce travail-là en amont, de décider quel est le meilleur moyen de s'interconnecter à Google. Mais ça, c'est quand on ouvre le capot, il y a une grosse plomberie, une grosse machinerie qui se met en œuvre pour essayer de faire en sorte qu'on ait la latence la plus faible, l'exactitude des prix la plus forte. Parce qu'il faut se rappeler que contrairement à un OTA, quand vous distribuez sur Google, on redirige du trafic. On ne vend pas le séjour en tant que tel. On est juste un pourvoyeur de trafic. C'est vous qui êtes le vendeur de l'hôtel et vous récupérez l'ensemble de la donnée du client, l'email, le téléphone, le nom, le prénom, etc. Donc, pour faire ça, nous, il faut à la fois qu'il y ait une connexion avec les prix. On récupère les prix via l'ensemble de ces fonctionnalités. Derrière, votre Booking Engine est clé pour pouvoir recevoir le client qu'on vous envoie lorsqu'il est intéressé pour acheter chez vous. Alors, la dernière API qu'on a mis en œuvre, qu'on déploie actuellement dans le monde entier, c'est celle-ci. C'est l'API qu'on appelle ARI, donc qui est basée, donc Rates and Inventory, qui est basée sur un standard Open Travel, puisqu'on essaie le plus possible de se baser sur les standards existants pour réduire l'effort de développement de nos partenaires. Alors, elle a l'avantage indéniable d'être bien plus performante parce qu'en fait, on va récupérer en push l'ensemble de votre calendrier et de vos combinaisons d'itinéraires à l'avance. Ce qui fait c'est nous qui allons faire le caching, c'est nous qui allons héberger en fait l'information, ce qui fait qu'on peut répondre à toutes les requêtes, surtout les requêtes, par exemple les gros tickets. Quelqu'un qui veut rester 2 semaines, quelqu'un qui réserve 1 an à l'avance son séjour à la plage. Quelqu'un qui veut réserver pour ses équipes, pour 1 mois pour cette personne, pour un chantier. Voilà. Donc ça peut être des tickets que nous, on va récupérer, qu'on va pouvoir vous passer, parce qu'on a déjà codé à l'avance l'ensemble des rates et de votre room plan. On a également une fonctionnalité pour les hôtels avec moins de 20 unités, donc les petits indépendants, de mettre à jour vos prix dans directement votre business profile. Je le mentionne ici parce que c'est plus lié à la distribution, mais dans le Business Profile, il y a aussi tout ce qui est management de reviews et gestion des informations. Je vais le détailler tout de suite. Alors, le Business Profile, c'est un peu votre front desk sur Internet. C'est indispensable, c'est une des premières interactions que les utilisateurs, dont vous pouvez en être, voient quand ils s'adressent à Google pour trouver une solution d'hébergement. Donc, le Business Profile, c'est ce que vous voyez ici, c'est les informations qui sont hébergées là. Il faut savoir qu'il y a encore dans le monde entier à peu près 50% des hôtels qui sont pas live online, ce qu'on ne peut pas trouver online. Mais même si les hôtels qu'on trouve online via Google sont présents, il y a encore énormément de trafic qui en fait vient des gens qui appellent, qui cliquent sur le bouton « Appeler l'hôtel ». Si on n'a pas le numéro, ça ne marchera pas. Donc il faut quand même vérifier que vous avez bien vos informations à jour, que ça dirige bien au bon standard, et notamment d'avoir éventuellement des numéros dédiés par unité, par hôtel, pour être sûr qu'on vous trouve correctement. Les photos, c'est également, donc tout ce qui est contenu non réservable peut être uploadé et mis à jour sur Business Profile. Et ça joue énormément sur l'image de marque, sur la valeur d'usage et la valeur de marque.
Il y a évidemment tout un ensemble d'informations qui sont nécessaires, ne serait-ce que tout bêtement, mais quand je suis dans le taxi et que je veux indiquer au taxi où aller, c'est bien d'être sûr que les informations sur votre propriété et sur l'ensemble des propriétés que vous gérez est bien à jour à cet endroit-là. Et enfin, il y a une statistique intéressante qui indique que si justement vous mettez bien à jour l'ensemble des informations, vous avez au moins 29% des consommateurs qui seront plus enclins à réserver chez vous. On a également maintenant ajouté, et c'était la conférence juste avant, des informations concernant le sustainability, je ne trouve pas le mot en français, responsable, développement durable, merci. Sur le développement durable. Et donc on a recruté toute une équipe récemment qui est basée à Zurich, comme moi, en Suisse, pour le développement de cette partie-là. Vous voyez que, et on l'a vu avec le nombre de gens présents sur la conférence précédente, que ça devient en fait un élément clé du parcours d'achat. Et je peux en témoigner. C'est vrai que c'est important quand on achète un produit de savoir quel est l'impact. Et le problème de ça, c'est que tout n'est pas standardisé. La façon dont on mesure l'impact diffère pour chaque intervenant. Donc sur Google Flights, on a fait un partenariat avec Travelist, donc qui est la coalition menée par le prince Harry, sur lequel on est partenaire avec TripAdvisor, avec Booking.com, pour lesquels notre équipe d'ingénieurs a développé le modèle, c'est-à-dire un modèle standard pour l'industrie qui va dire pour tel avion, tel trajet, combien ça coûte en développement durable de choisir ce produit-là. On est en train de le faire pour les hôtels, où on va pouvoir proposer un modèle standardisé pour chaque hôtel, pour savoir combien coûte en fait en carbone mon séjour. Ce que vous pouvez faire, vous, immédiatement, c'est déjà de regarder quels sont les attributs et les certifications disponibles et envisager effectivement de mettre en œuvre une certification et de refléter en fait vos bonnes pratiques sur Google Business Profile. On a une trentaine d'attributs, je crois, au minimum, qui sont disponibles et pour lesquels les utilisateurs peuvent afficher ces attributs-là. Du plus simple au plus complexe, ça peut être le recyclage des déchets, la façon dont vous traitez le linge, etc. Les pratiques, notamment sur l'alimentaire. Sachez toutefois que les certifications maintenant font partie du filtre par défaut. C'est-à-dire que je peux chercher un hôtel qui est certifié directement dans Google. Donc ça devient effectivement, je dirais, en top position et important de prendre en compte ces aspects-là parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui cherchent maintenant des séjours responsables. Alors, c'est pas uniquement dans un sens, on va aussi vous donner de l'information afin que vous puissiez vous adapter et adapter vos usages et vos pratiques et celles de votre staff aux demandes des internautes en temps réel dans Business Profile. Donc c'est un outil qui est effectivement très utile dans ce cas-là. Pas besoin d'analytics compliqués, il suffit simplement d'utiliser votre Business Profile. N'hésitez pas à vérifier et à mettre à jour les personnes qui ont accès dans vos entreprises à Business Profile pour qu'elles puissent justement, que chaque rôle puisse accéder à ces informations et les mettre à jour correctement. Très facilement accessible donc à google.com/business. Si vous n'avez pas encore créé de fiche, ce qui est peu probable, mais vous pouvez vérifier que toutes vos propriétés ont bien une fiche à jour. Les liens de réservation gratuits, j'en parlais un petit peu plus tôt et visiblement ça peut être une information que vous n'aviez pas. Donc je fais un petit récap. Il y a encore un an, jusqu'à présent, on avait des solutions verticales, c'est-à-dire shopping pour le retail, hôtel ads pour le travel, Google Flights, etc. La plupart de ces solutions étaient des solutions qui étaient organiques et payantes, mais pour les solutions verticalisées, c'est-à-dire vraiment avec des prix à jour et la possibilité de réserver directement en click-out, la plupart étaient payantes. On a ouvert ça en fait, à la fois sur shopping pour le retail et pour travel, afin de justement que l'ensemble des intervenants puissent arriver sur la plateforme et qu'ensuite vous décidiez si c'est pertinent finalement d'investir plus avec Google. Alors les free booking links, ils apparaissent directement en dessous des campagnes payantes. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble. On a toujours 4 liens payants, ça ne change pas. Vous avez toujours la possibilité d'avoir les top positions. La différence, c'est que maintenant, vous et vos distributeurs OTA apparaissent directement en dessous, donc en organique, à partir du moment où vous envoyez vos prix. Donc, la seule chose à faire, c'est de se connecter à Google en direct et à demander à vos partenaires qu'ils activent le channel Google.
à partir de ce moment-là, vous aurez directement accès aux réservations, aux liens de réservation gratuits et donc de recevoir des bookings supplémentaires, des réservations supplémentaires depuis Google directement. Alors, je n'ai pas trop besoin de détailler l'intérêt, mais effectivement, ça permet d'augmenter sa visibilité, ça permet aussi de recevoir des bookings, des réservations gratuites, ça permet aussi d'anticiper la demande, c'est-à-dire de pouvoir décider si je veux bider plus ou moins en fonction de ce qui se passe sur les liens gratuits, sans être nécessairement capé, parce vous pouvez avoir des budgets réguliers, des budgets journaliers ou mensuels, ou des budgets à la performance sur le Search Ads, ce qui n'est pas le cas sur les Free Booking Links, les liens de réservation, ils sont toujours là. Et donc, ça vous permet d'anticiper ou de combler des périodes où vous n'êtes pas présent dans les top spots en ads. Je vais donner un exemple, un case study, justement qu'on a fait avec notre partenaire My Hotel Shop, RateGain, qui ont utilisé très finement et habilement les liens de réservation gratuits pour en fait anticiper les budgets et les bids, les enchères sur Hotel Ads. Donc les Hotel Ads et les liens de réservation gratuits sont vraiment complémentaires dans ce sens-là et vous permettent de bénéficier de l'ensemble de la panoplie de solutions verticales, de solutions dédiées aux hôteliers sur Google. Donc pour récapituler rapidement, les 3 choses que vous pouvez faire, les takeaways, que j'aimerais que vous partiez avec ça en tête aujourd'hui, c'est déjà de faire en sorte que tous vos hôtels soient bien présents dans l'inventaire d'hôtels chez Google, d'être sûr que les informations sont à jour. 2 outils pour ça, donc Business Profile et puis votre partenaire technique qui va faire en sorte que les informations nécessaires soient répertoriées dans votre flux. Les prix doivent être évidemment à jour et surtout ils doivent être précis par rapport à la landing page, à votre moteur de réservation. Si les prix ne sont pas exacts, le score va être impacté, c'est-à-dire qu'on va progressivement réduire l'exposition parce que l'expérience utilisateur serait mauvaise. Donc c'est une des contraintes et une des conditions de succès sur Google Hotel, c'est d'être sûr que les produits que vous envoyez à Google, que vous distribuez, qui viennent de votre PMS, de votre channel ou de votre Booking Engine directement, ils soient bien alignés avec ceux de la page sur laquelle vous envoyez vos redirections. Et enfin, donc ça c'est effectivement important, mais d'avoir un site web qui reflète en fait l'image que vous véhiculez sur Google également et qui reflète votre activité le mieux possible. Donc pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, à la fois avec Charles-Antoine et moi-même, la première chose c'est que vous avez donc les outils que Charles-Antoine a présentés pour comprendre les tendances, comprendre qui viennent chez vous, qui peut venir chez vous éventuellement, la demande que vous n'avez pas encore adressée. Ensuite, vous avez les outils donc, pour faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience, j'appelle ça le Digital Front Desk avec Business Profile, de faire en sorte que toutes vos informations d'établissement soient bien à jour. Et ensuite, de faire en sorte que les gens qui vous cherchent vous trouvent. Donc, vous avez pour ça maintenant les connexions directement au moteur Google et les liens de réservation gratuits et la possibilité d'augmenter votre présence avec les Hotel Ads. Voilà pour nous aujourd'hui. J'espère qu'on a tenu dans le temps imparti. Je sais qu'on est juste entre votre déjeuner et le début de la conférence avec nous. Donc merci pour votre présence et ravi de continuer la discussion avec vous sur le salon.